Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, vous pensez avoir déjà entendu l'histoire de trahison ultime? Asseyez-vous. Parce que celle-ci, elle a des couches. Genre, imaginez planifier toute votre vie avec quelqu'un, la maison, les chiens, tout le rêve de banlieue, et découvrir que la personne en qui vous aviez le plus confiance ne se contentait pas de vous mentir en face, elle couchait littéralement avec quelqu'un qui porte votre nom de famille. Oui. Aussi proche que ça. Et le culot? Ils sont carrément entrés dans un tribunal, main dans la main, pensant qu'une histoire triste et un avocat compatissant allaient juste tout arranger. Spoiler, le juge n'a clairement pas reçu le mémo. Mais ce qui me tue, c'est depuis combien de temps tout le monde autour de ce type était au courant. Les amis, la famille, littéralement tout le monde. Et ils ont juste regardé. Alors avant de commencer à plaindre les mauvaises personnes dans cette histoire, attendez un peu. Parce que chaque détail va vous décrocher la mâchoire. C'est parti. Mon ex-femme infidèle s'est présentée à notre audience de divorce, main dans la main avec mon frère. Elle pensait que ça lui garantirait un paiement, jusqu'à ce que le juge pose une seule question. Moi, 32 ans, et Anna, 31 ans, étions ce que tout le monde appelait le couple parfait. Vous voyez le genre. Amoureux depuis l'université, sortis ensemble pendant 4 ans, mariés pendant 3, toute notre vie déjà planifiée et tout. Je suis développeur logiciel. Oui. Le cliché typique du gars de Reddit, MDR. Et elle travaille, ou travaillait, je suppose, dans le marketing. On avait cette belle maison dans une de ces banlieues toutes identiques où chaque maison se ressemble, mais où tout le monde prétend être unique. On vivait même le rêve avec la fameuse clôture blanche. 2 chiens, Max et Bella, tous les 2 des chiens recueillis parce qu'on est ce genre de personne. Un jardin dont elle ne s'occupait jamais mais qu'elle insistait pour avoir, et un de ces vélos peloton hors de prix qui a fini comme porte-manteau. Le rêve millénial, quoi. J'ai rencontré Anna lors d'une soirée étudiante super nulle à la fac. J'étais ce type un peu awkward en informatique, et elle, cette étudiante en marketing magnifique complètement hors de ma ligue. Le genre de fille à qui je n'aurais même pas osé parler. Mais j'étais assez bourré pour tenter une vieille blague nulle sur Java et le café, les étudiants en informatique comprendront. Et au lieu de grimacer, elle a ri. Je ne sais toujours pas si c'était par pitié, mais ça a marché. On a commencé à traîner ensemble, et tout s'est enchaîné naturellement. Elle aimait tous les trucs nerds que j'aimais. Enfin, j'ai découvert plus tard qu'elle faisait semblant pour la plupart, mais ça, c'est une autre histoire. On passait des week-ends entiers à binge-watcher des séries. The Office, c'était notre truc. On s'était même déguisé en Jim et Pam pour Halloween une année. Cringe, je sais, mais on était ce couple-là. Je me donnais à fond dans la relation, sans mentir. J'étais le genre de gars qui se souvenait non seulement des anniversaires, mais aussi de trucs aléatoires comme notre première pizza ou notre première fois à faire les courses ensemble. Des trucs idiots, mais elle adorait ça. Je planifiais des soirées hyper élaborées, je lui faisais des surprises sans raison, j'ai même appris à cuisiner ses pâtes préférées maison, j'ai passé 6 heures sur YouTube pour réussir. Les 2 premières années de mariage étaient vraiment géniales. On cuisinait ensemble le dimanche. Enfin, je cuisinais, et elle supervisait en buvant son café et en étant sur son téléphone. Mais c'était notre truc. Les week-ends, c'était randonnée avec les chiens ou soirées jeux épiques avec nos amis. On était ce couple agaçant qui poste tout sur Instagram avec des légendes ridicules du genre « vivre ma meilleure vie avec ma personne ». Surtout elle qui postait, mais je suivais. Nos amis disaient qu'on était des objectifs de couple, le genre qui donne envie aux célibataires de vomir. Je m'entendais même super bien avec sa famille au début. Son père et moi regardions le foot ensemble, même si je m'en fiche un peu, mais bon, on fait des efforts. Et sa mère essayait toujours de me nourrir avec ses plats italiens incroyables parce qu'elle me trouvait trop maigre. Son frère est même devenu mon partenaire de jeu. On jouait à Call of Duty tous les jeudis soirs. Ma famille l'adorait aussi. Vraiment. Ma mère disait toujours qu'elle avait enfin la fille qu'elle avait toujours voulu avoir. Désolé, génie. Apparemment, être ma vraie sœur ne suffisait pas. Mon frère Ryan et Anna s'entendaient super bien. On avait plein de projets, vous voyez? Parler d'avoir des enfants dans quelques années, chercher des maisons dans de meilleurs quartiers scolaires, même commencer une épargne pour un apport. Anna avait déjà choisi les prénoms de nos futurs enfants, heureusement que ça ne s'est jamais fait. On faisait tout, comme il faut, selon la checklist de la société. Je me souviens d'un soir, environ 6 mois avant que tout parte en vrille. On était assis sur notre terrasse, à planifier notre avenir, parler de vieillir ensemble, de voyager à la retraite, toutes ces illusions romantiques naïves auxquelles on croit avant que la vie vous frappe en pleine figure. Si je pouvais revenir en arrière et me prévenir. Mais bon. C'était le début. Le calme avant la tempête, j'imagine. Avec le recul, il y avait sûrement des signaux d'alerte que j'ai ignorés. Mais ce n'est pas toujours comme ça dans ces histoires. Quand on voit la vie à travers des lunettes roses, tous les drapeaux rouges ressemblent juste à des drapeaux. J'ai vu cette citation sur Reddit, d'ailleurs. Plutôt appropriée. Vers la 3e année de mariage, les choses ont commencé à changer. Subtilement au début. Vous savez comment ça se passe. Ces petits détails que vous remarquez mais que vous essayez de minimiser. Anna a commencé à travailler tard.
Très tard. Et je ne parle pas de rester tard pour un gros projet. Je parle de rentrer à 22 h en sentant comme si elle s'était baignée dans le parfum de quelqu'un d'autre. Mais moi, idiot que j'étais, je croyais ces excuses de dîner clients et d'événements d'équipe. J'aurais dû comprendre quand elle a commencé à s'habiller bien plus pour ces événements de travail que pour nos propres rendez-vous. En parlant de rendez-vous, c'est devenu une blague. On avait une règle, le vendredi, c'était notre soirée. Pas de téléphone, pas de travail, juste nous. Mais soudain, chaque fois que je planifiais quelque chose, elle était soit trop fatiguée, soit complètement absorbée par son téléphone. Je me souviens d'une fois où j'ai passé 3 heures à préparer un steak élaboré, recette trouvée sur Reddit, et elle n'a presque pas levé les yeux de son téléphone. Quand je lui en ai parlé, elle s'est mise sur la défensive. « Oh ça va, je peux vérifier mes mails de travail ?» Certains d'entre nous ont des jobs importants. Ah oui. Parce qu'apparemment, mon boulot de développeur dans une entreprise du Fortune 500, c'était juste jouer à Minecraft toute la journée. Vous vous souvenez de ces petites choses mignonnes qu'on faisait? Les mêmes qu'on s'envoyait toute la journée? Les blagues privées? Les danses TikTok ridicules qu'elle me faisait faire? Tout avait disparu. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, arrêté de se soucier de savoir si j'avais mangé le midi, arrêté de faire quoi que ce soit qui montrait qu'elle en avait quelque chose à faire de moi en tant que personne. Même les chiens ont senti que quelque chose n'allait pas. Max et Bella étaient comme ses bébés avant. C'est elle qui avait insisté pour les adopter. Mais soudain, elle ne prenait même plus la peine de les promener ou de jouer avec eux. C'était toujours « je suis trop fatigué » ou « fais-le toi-même, ce sont aussi tes chiens ». Ils ont commencé à devenir vraiment tristes quand elle était là. Comme s'ils sentaient que quelque chose clochait. Le plus étrange, elle était toujours à fond dans les réunions de famille. Vraiment à fond. Toujours à demander quand on allait chez mes parents, à vouloir traîner avec mon frère Ryan, à jouer la belle-fille parfaite devant ma mère. Pendant ce temps, ma sœur Jenny me lançait des regards comme si elle voulait me dire quelque chose sans pouvoir le faire. J'aurais dû insister davantage. Mais honnêtement, je ne voulais pas savoir. J'ai essayé d'en parler avec Anna. Plusieurs fois, en fait. Mais chaque conversation se déroulait de la même manière. Un jour, j'étais assis en face d'elle, sentant ce poids dans ma poitrine devenir de plus en plus lourd. J'ai l'impression qu'on s'éloigne. Ma voix était prudente, mais les mots semblaient prêts à se briser sous la pression. Elle a levé les yeux au ciel, sans vraiment quitter son téléphone du regard. « Oh mon Dieu, t'es tellement en demande. Je suis juste occupé avec le travail. » Son ton était sec, détaché, comme si je demandais quelque chose d'absurde. J'ai ravalé la frustration qui montait. « Tu me manques, nos moments ensemble. » Ma voix était plus douce cette fois, mais je le pensais tout autant. Elle a soupiré, exaspérée, comme si je lui avais demandé l'impossible. « Tout ne tourne pas autour de toi, ok ? Je suis stressé. » J'ai pris une lente inspiration pour me calmer. Peut-être qu'on pourrait essayer une thérapie de couple. Juste pour, elle a ricané, me coupant avant même que je termine. On n'a pas besoin de thérapie. C'est toi qui dois arrêter d'être aussi insécure. Le silence s'est installé entre nous. Elle a repris son téléphone. Et moi? Je suis resté là, réalisant qu'elle n'était pas occupée. Elle s'en fichait, tout simplement. Du gaslighting classique, non? Mais quand on est dedans, on ne le voit pas comme ça. J'ai même commencé à croire que j'étais trop en demande. J'ai commencé une thérapie tout seul, ce qui m'a finalement beaucoup aidé quand tout a explosé. D'accord, attendez une seconde. Il a commencé à aller en thérapie. Pour lui-même. Parce qu'elle l'avait convaincu que le problème, c'était lui. Et attention, la thérapie n'est jamais une mauvaise chose, vraiment. Mais la raison pour laquelle il y est allé? Parce que cette femme lui a progressivement fait croire que son besoin d'affection de base était un défaut de personnalité. Ce n'est pas une simple mauvaise passe dans un mariage. C'est de la manipulation émotionnelle à plein régime. La plupart d'entre nous sont déjà passés par là. Peut-être pas avec une tromperie, peut-être pas à ce point. Mais ce moment où quelqu'un que vous aimez vous fait sentir fou d'avoir simplement besoin de lui, et au lieu de partir, vous vous repliez sur vous-même, vous commencez à vous remettre en question, à vous diminuer? Oui. Ce n'est pas l'amour qui vous a laissé tomber. C'est vous qui avez été manipulé avec une telle finesse que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Ce qui me sidère, c'est qu'il préparait des dîners élaborés, se souvenait de chaque petit anniversaire, faisait sincèrement des efforts. Et elle était sur son téléphone. Physiquement présente, mais totalement absente. Et somehow, c'est elle lui qui se sentait trop demandeur. Voici la vérité qui dérange, parfois, les personnes les plus aimantes et attentionnées sont celles qui sont le plus maltraitées. Pas parce qu'elles le méritent. Mais parce que leur patience est prise pour acquise. Les gens s'habituent à faire du mal à quelqu'un dont ils savent qu'il ne partira pas facilement. Ce n'est pas une belle loyauté. C'est être considéré comme acquis. Et ça arrive tous les jours à des gens sincèrement bons. Bon. Revenons à l'auteur du post. Ce qui m'énervait encore plus, c'est qu'elle continuait à poster toutes ces photos de couple heureux sur Instagram. Genre, elle me faisait prendre 50 photos pour obtenir le cliché parfait, spontané, de nous profitant de la vie, puis elle retournait aussitôt m'ignorer. Notre vie sur les réseaux sociaux avait l'air parfaite, alors que notre vraie vie s'effondrait.
Les problèmes typiques du mariage version milléniale, j'imagine. J'ai commencé à remarquer d'autres trucs suspects aussi. Elle quittait la pièce pour prendre ses appels, a changé le mot de passe de son téléphone, s'est mise à faire sa lessive séparément après des années à tout mélanger, a pris un abonnement dans une salle de sport chic à l'autre bout de la ville alors qu'il y en avait une très bien à 5 minutes de chez nous. Vous voyez, le classique des signes d'infidélité qu'on lit partout en se disant que ça ne nous arrivera jamais. Mes amis ont essayé de me prévenir. Mon pote Mike, qui était lui-même passé par un divorce horrible, me disait sans arrêt, « Mec, quelque chose ne va pas, tu mérites mieux que ça. » Mais je la défendais, je trouvais des excuses, elle est juste stressée par le boulot, ça ira mieux une fois ce gros projet terminé. J'ai même essayé de la reconquérir, organiser des rendez-vous surprises, lui acheter des fleurs, reprendre les hobbies qu'elle aimait. Mais on ne peut pas reconquérir quelqu'un qui est déjà parti, vous voyez? Ça l'énervait, comme si j'interrompais sa vie juste en essayant d'être son mari. Le déclic final est arrivé un jour. C'était un dimanche, je faisais la lessive, évidemment, je faisais encore la sienne comme un idiot, et j'ai trouvé un reçu dans la poche de son pantalon. Ça venait d'un restaurant italien chic en centre-ville, le genre où les pâtes coûtent plus cher que mon abonnement mensuel à Netflix. Le reçu datait d'un mardi midi, ce qui était étrange, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait une grosse réunion client au bureau ce jour-là. Je ne suis pas du genre à fouiller, normalement. Je lui faisais confiance, stupidement. Mais quelque chose dans ce reçu me dérangeait. Peut-être parce qu'elle se vantait d'avoir plein de nouveaux clients, mais dès que je proposais d'aller dîner avec eux, elle disait que ce n'était pas approprié. Mais déjeuner, si? Cherchez la logique. Alors j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai consulté notre historique Google partagé. Vous savez, cette fonction un peu flippante qui enregistre tous vos déplacements? Oui, celle-là. Et là, choc total. Il y avait énormément de réunions clients dans des hôtels, des parcs, des restaurants, partout sauf à son bureau. J'ai passé 3 heures à analyser son historique de localisation. Super façon de passer un dimanche, non? Le schéma était clair. Chaque fois qu'elle disait travailler tard ou avoir des événements d'équipe, elle était en réalité dans des endroits comme le Marriott du centre-ville ou un parc à l'autre bout de la ville. Mais voilà le problème, je ne savais toujours pas avec qui elle était. Juste qu'elle n'était clairement pas là où elle prétendait être. Puis j'ai trouvé le téléphone secret. Je ne le cherchais même pas. Je prenais son sac de sport pour faire encore de la lessive, et un vieux iPhone est tombé, un de ces modèles anciens que les gens gardent en secours, sauf que celui-ci avait un code. Quand je lui en ai parlé plus tard, elle a complètement paniqué. Et, j'ai trouvé ce vieux téléphone dans ton sac, il est cassé? Elle l'a à peine regardé avant que ses yeux ne s'écarquillent. Puis, en une fraction de seconde, elle s'est jetée dessus pour me l'arracher des mains comme si je tenais un secret d'État. C'est privé. Sa voix était sèche, défensive. J'ai cligné des yeux. Privé? C'est juste un vieux téléphone. Elle l'a serré contre elle comme une bouée de sauvetage, tout son corps tendu. Sérieusement, pourquoi tu fouilles dans mes affaires? C'est pour ça que je ne peux pas te faire confiance. Je suis resté là, figé. Moi, pas digne de confiance? Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Technique classique de manipulation, inverser les rôles pour me faire culpabiliser d'avoir découvert son téléphone suspect. Mais le meilleur? Dans sa panique, elle a fait tomber son téléphone principal, écran vers le haut sur le canapé. Une notification est apparue, « Tu me manques bébé », venant d'un contact nommé « Projet Travail ». Discret? Non. Je ne l'ai même pas confronté tout de suite. À la place, je l'ai observée pendant quelques jours. Elle recevait des messages et souriait comme une ado, puis levait les yeux pour vérifier si je regardais. Elle passait ses appels dans une autre pièce, chuchotant, alors qu'elle disait que c'était juste le boulot. Une fois, je l'ai entendu rire et dire « Arrête, t'es mauvais », avant de me remarquer et de raccrocher brusquement. J'ai décidé de vérifier notre relevé bancaire. J'ai trouvé des paiements d'hôtels les jours où elle était censée être en dîner client. Et même pas des hôtels de luxe. On parle de Holiday Inn Express. La grande classe. Là, c'en était trop. Je ne pouvais plus vivre dans cet enfer, à chercher des preuves, à voir les signes et à me forcer à les ignorer. Elle avait déjà quitté cette relation. J'étais juste le dernier à l'admettre. J'ai emballé toutes ses affaires pendant qu'elle était au travail. Tout dans des sacs poubelles, oui, j'étais amer, je n'ai même rien plié. J'ai tout laissé dans le garage, changé les serrures, et je lui ai envoyé un message. J'ai trouvé le téléphone. J'ai vu les dépenses d'hôtel. Ne rentre pas. C'est fini. Le déluge de messages que j'ai reçus ensuite. Mon Dieu. D'abord, le déni. De quoi tu parles? Tu deviens parano. Laisse-moi t'expliquer. Puis le classique retournement de situation, c'est pour ça que j'ai dû aller voir ailleurs. Si tu faisais plus attention à moi, tu travailles tout le temps. Ensuite, les menaces, je vais dire à tout le monde que tu m'as maltraité. Tu vas le regretter. Mon avocat va te détruire. Puis elle s'est pointée à la maison, en pleurs, en frappant à la porte. Elle criait que je tirais des conclusions hâtives et qu'elle pouvait tout expliquer. Pendant ce temps, moi, j'étais assis sur le canapé avec les chiens, à regarder sa crise sur la caméra Ring comme si c'était un épisode de Real Housewives.
Les jours suivants ont été complètement chaotiques. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pas seulement à cause d'Anna, mais de pratiquement tout le monde qu'on connaissait. Apparemment, elle avait lancé une énorme campagne de communication pour raconter sa version des faits. Selon elle, j'étais un faux contrôlant qui avait tout mal compris et qui détruisait notre mariage pour rien. Ma famille appelait aussi sans arrêt. Avec le recul, leurs réactions étaient étranges. Comme s'ils étaient trop préoccupés par le fait que je tire des conclusions. Ma mère répétait que le mariage demande des efforts et que tout le monde fait des erreurs. Même ma sœur Jenny avait un comportement louche. Puis Lily s'est présentée à ma porte. Petit contexte, Lily était la meilleure amie d'Anna depuis l'université. Genre demoiselle d'honneur à notre mariage, soirée entre filles toutes les semaines, celle qui connaissait tous nos secrets. Elle était toujours sympa, mais on n'était pas particulièrement proches. Juste un « salut » quand elle venait voir Anna. Bref, il est environ 23 heures. Je suis sur le canapé en pyjama, en train de binge-watcher Breaking Bad, parce que pourquoi ne pas être déprimé devant une série déprimante, quand la sonnette retentit. Je vérifie la caméra rigne, parano à l'idée que ce soit encore Anna, et là, c'est Lily. Clairement ivre, en train de pleurer. Je soupire et j'ouvre la porte. Ça va ? Lily renifle, essuyant son visage avec des mains tremblantes. Je peux plus mentir. Ces mots étaient pâteux, bruts. Elle est horrible. Toi, t'es tellement gentil, et elle est horrible. Elle prend une inspiration tremblante, puis murmure, je viens de me disputer avec elle. Sa voix se brise. Une grosse dispute. Je m'écarte. Tu veux entrer ? Boire un peu d'eau. Elle hoche faiblement la tête et trébuche à l'intérieur. Dès qu'elle s'assoit sur le canapé, elle s'effondre comme si toute son énergie l'avait quittée. Et là, d'un coup, tout sort. Elle te trompe depuis des mois, chuchote Lily, la voix pleine de culpabilité. Je savais, et je n'ai rien dit. Je me fige. Je le savais. Je m'en doutais depuis longtemps, mais l'entendre à voix haute, ça fait quand même mal. Avec qui, je demande, plus calme que je ne me sens. Lily ferme les yeux et secoue la tête. Je peux pas, Lily, avec qui ? Elle ouvre la bouche, puis la referme. Tout son corps tremble. C'est pire que tu ne le penses, tu vas détester tout le monde quand tu sauras. Un frisson me parcourt l'échine. Mon esprit s'emballe, comblant des vides que je n'étais pas sûr de vouloir remplir. Mais à ce stade, je n'avais plus le choix. On a parlé pendant des heures. Pas seulement d'Anna, mais de tout. L'amour, les erreurs, la réalisation lente et douloureuse que quelque chose est terminé bien avant qu'on l'admette. Pour la première fois, j'ai vraiment vu Lily. Pas juste comme l'amie d'Anna, mais comme elle-même. La façon dont ses yeux sombres s'adoucissaient quand elle parlait, la manière dont elle repoussait ses cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. Elle avait une chaleur naturelle, sincère, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Tu mérites mieux, murmure-t-elle. Je lâche un rire sec. Drôle. Elle ne s'est jamais comportée comme si c'était le cas. Lily ne répond pas. Elle me regarde vraiment. Et pour la première fois depuis des années, je me sens vu. Une chose en entraîne une autre, et oui, on s'est embrassé. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas à propos d'Anna. C'était de la chaleur après des années de froid. Le lendemain matin était gênant. Lily était très embarrassée d'avoir tout révélé, et moi je me demandais si je n'avais pas profité de son état, même si c'est elle qui m'avait embrassé en premier. On a décidé de garder ça secret jusqu'à la fin du divorce. Mais ce baiser a tout changé. Soudain, je n'étais plus seulement en colère à cause de l'infidélité d'Anna. J'étais enthousiaste pour l'avenir. Comme si tout ce désastre me poussait vers quelque chose de meilleur. Les semaines suivantes ont été étranges. Des messages secrets avec Lily, éviter les tentatives constantes d'Anna de s'expliquer, et gérer le comportement de plus en plus bizarre de ma famille. Tout le monde semblait prendre parti, mais ça n'avait aucun sens. Des gens qui auraient dû être de mon côté défendaient Anna, et des gens que je connaissais à peine me soutenaient. J'ai engagé un avocat redoutable nommé Frank, pas son vrai nom, évidemment. Lors de notre premier rendez-vous, je lui ai expliqué tout ce que je savais, le téléphone secret, les reçus d'hôtel, l'historique Google. Il a simplement hoché la tête, pris des notes, puis m'a regardé et a dit, il y a plus que ce que vous pensez, mais on va gérer ça intelligemment. Frank m'a conseillé de ne confronter personne pour l'instant. Juste rassembler des preuves, garder le silence, et attendre. Il a dit que la vérité sortirait de toute façon au tribunal, et qu'il valait mieux ne pas dévoiler mon jeu trop tôt. Pendant ce temps, Lily et moi nous rapprochions de plus en plus. Rien de physique après ce premier baiser. On s'était mis d'accord pour garder les choses correctes jusqu'à la fin du divorce. Mais on passait des heures à s'écrire. Elle m'envoyait des mèmes débiles à 3 heures du matin ou des liens vers des chansons qu'elle pensait que j'aimerais. C'était agréable, vous voyez ? Juste agréable. Anna, elle, a essayé toutes les techniques possibles pour me faire lui parler. Elle s'est présentée à mon travail, la sécurité l'a interdite d'entrer. Elle a envoyé des messagers, des amis communs, pour me faire culpabiliser. Elle a même essayé d'utiliser les chiens contre moi. Soudain, il lui manquait tellement, après les avoir ignorés pendant des mois. Le plus étrange, c'était le comportement de ma famille. Ma mère n'arrêtait pas de m'inviter à dîner,
mais devenait bizarre dès que je demandais qui serait présent. Ryan, mon frère, a arrêté de jouer en ligne avec moi, mais postait des photos lors d'événements familiaux auxquels je n'étais même pas invité. Jenny m'évitait complètement. La veille du procès, c'était le chaos total. Mon avocat Frank m'a appelé pour me préparer à ce qui pourrait se passer et m'a lâché une bombe, prépare-toi à tout demain. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Quand j'ai essayé d'en savoir plus, il a juste répondu, fais-moi confiance. Tu voudras être assis quand tout ça sortira. Je recevais des messages étranges de tout le monde. Ma mère m'a envoyé un truc du genre, j'espère que tu trouveras la force de pardonner. Pardonner quoi? Pourquoi? Ma sœur Jenny a essayé de m'appeler 6 fois, mais raccroché avant que je puisse répondre. Même mon pote Mike, avec qui je n'avais pas parlé depuis des semaines, m'a envoyé à 2 heures du matin, ça va, mec? Lily était bizarre aussi. On s'écrivait sans arrêt depuis des semaines. Rien de sérieux, juste discuter. Mais soudain, silence. Son dernier message disait simplement, je suis tellement désolé. Tu vas me détester demain, mais s'il te plaît, souviens-toi que je voulais te le dire. Puis plus rien. Cette nuit-là, j'ai passé mon temps à nettoyer mon appartement pour évacuer le stress. Les chiens me regardaient comme pour dire, mec, détends-toi, mais ils ne me quittaient pas d'une semelle. On a fini par s'endormir sur le canapé en regardant Kitchen Nightmares, parce que voir Gordon Ramsay crier sur des gens, c'était étrangement réconfortant. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu un email d'Anna. Objet, lis ça avant demain, s'il te plaît. Est-ce que je l'ai ouvert? Bien sûr que non. Archivé plus vite qu'elle ne pouvait dire, ce n'est pas ce que tu crois. Mais je mentirais si je disais que je n'étais pas curieux. D'accord, attendez une seconde. Sa mère lui envoie des messages sur le pardon, sans même expliquer pourquoi. Sa sœur appelle et raccroche 6 fois. Son frère lui dit de ne pas venir à sa propre audience de divorce. Et Lily, la seule personne dont il se sentait proche, disparaît en laissant juste « tu vas me détester demain ». Et lui, il est là, seul. Avec ses chiens. À regarder Kitchen Nightmares à 3 heures du matin. Cette image est tellement humaine, tellement douloureuse, que je ne peux même pas en rire. Parce que voilà à quoi ressemble la vraie solitude. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas cinématographique. C'est juste, un type sur son canapé, entouré de gens qui connaissent la vérité, et pas un seul ne l'aime assez pour simplement la lui dire. Voici la vérité dérangeante. Les personnes qui nous blessent le plus sont rarement des inconnus. Ce sont celles qui savent exactement quelle version de nous manipuler. Anna savait qu'il était loyal. Ryan savait qu'il était confiant. La famille savait qu'il était indulgent. Et chacun d'entre eux a utilisé ses qualités contre lui. On célèbre la loyauté, la confiance, le pardon comme si c'était automatiquement des forces. Mais entre de mauvaises mains, entourées des mauvaises personnes, elles deviennent exactement les outils qui servent à vous aveugler le plus longtemps. Être quelqu'un de bien ne vous protège pas. Parfois, ça fait juste de vous une cible plus facile. Et c'est une vérité que personne ne veut dire à voix haute. Bon, revenons à l'auteur du post. Puis la bombe est tombée. Un message de mon frère Ryan. Mec, ne viens pas au tribunal demain. On peut régler ça sans que ça devienne sale. Je t'expliquerai tout plus tard. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je suis resté assis sur mon canapé, à faire défiler de vieilles photos sur mon téléphone comme un idiot. Je suis tombé sur une photo du dernier Noël. Moi, Anna, toute ma famille. Tout le monde souriait comme si on n'avait aucun souci au monde. C'est fou comme la vie peut basculer complètement en quelques mois. Frank m'a envoyé un message vers 6 heures du matin, mets ton costume bleu marine. Elle est réussie, mais pas tape à accent grave l'œil. Et quoi qu'il arrive là-dedans, ne perds pas ton calme. Laisse-moi gérer. Je suis arrivé au tribunal en avance, l'anxiété, c'est un sacré réveil. Je suis resté dans ma voiture pendant presque 1 heure, à regarder les gens entrer et sortir, me demandant combien d'autres vies étaient en train de s'effondrer là-dedans aujourd'hui. J'ai vu Lily arriver. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. On a échangé un regard, mais elle a juste secoué la tête avant d'entrer. Et là, mon estomac s'est vraiment noué. Puis mes parents sont arrivés, ensemble, visiblement stressés. Ma mère a essayé de me faire signe, mais mon père l'en a empêché. Ils sont entrés rapidement, comme s'ils étaient en retard. Ensuite, Jenny est arrivée. Elle a vu ma voiture, et elle a littéralement couru à l'intérieur, en talons. C'est là que j'ai compris que ce qui allait se passer allait être mauvais. Entrer dans ce tribunal, c'était comme marcher vers ma propre exécution. Mais je n'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait à l'intérieur. Et me voilà, assis dans une salle d'audience chic, exactement comme dans les séries télé. Frank, mon avocat, est à côté de moi, en train de feuilleter des dossiers comme s'il cherchait des codes nucléaires. La pièce est étrangement silencieuse. Vous savez, ce silence lourd juste avant que tout parte en vrille. Puis la porte s'ouvre. Anna entre, vêtue d'une robe blanche innocente, comme si elle auditionnait pour jouer la Vierge Marie. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait tomber des nues. Elle tenait la main de mon frère Ryan. Genre vraiment main dans la main. Au tribunal. Devant tout le monde. Devant moi. Mon cerveau s'est littéralement arrêté. Tous les éléments étranges se sont soudain assemblés. Le comportement bizarre de ma famille, la culpabilité de Lily,
la disparition de Ryan de ma vie, ces fameuses réunions clients, au même moment où Ryan était censé travailler tard. Frank m'attrape le bras parce que je me suis levé sans m'en rendre compte. Il murmure, assieds-toi. Laisse-les creuser leur propre tombe. Anna et Ryan s'installent à la table opposée avec leur avocat, un jeune type qui a l'air aussi à l'aise qu'un végan à un barbecue. Ryan n'ose même pas me regarder, mais Anna me lance des regards en coin, comme pour vérifier si je vais craquer. Le juge entre, un homme plus âgé, qui a clairement tout vu, et le spectacle commence. L'avocat d'Anna se lance dans un discours digne d'une comédie romantique, expliquant que l'amour trouve toujours son chemin, et qu'Anna et Ryan n'ont jamais voulu blesser qui que ce soit, mais qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Je suis là, en me demandant si je suis en train de faire un AVC. Jean, est-ce que ça se passe vraiment? Mon frère vient vraiment d'entrer au tribunal en tenant la main de ma femme pendant que leur avocat essaie de vendre ça comme une belle histoire d'amour? Et ce n'est pas fini. Anna se met à pleurer, de vraies larmes, racontant à quel point elle était perdue et confuse dans notre mariage, et comment Ryan essayait simplement de l'aider dans une période difficile, et que, les choses sont arrivées. Les choses sont arrivées? Comment ça? Ils ont trébuché et sont tombés dans le même lit? Plusieurs fois? Dans différents hôtels? Pendant des mois. Mais le meilleur reste à venir. Leur avocat essaie de faire annuler le contrat prénuptial en invoquant une détresse émotionnelle et des circonstances familiales. En gros, il affirme que parce que Ryan est mon frère, les règles normales ne devraient pas s'appliquer. Frank, lui, est assis avec un léger sourire. Quand vient son tour, il se lève lentement, ajuste sa cravate et dit « Votre honneur, avant de continuer, j'aimerais présenter des preuves de la façon dont cette histoire d'amour s'est réellement déroulée. » Puis il sort un dossier épais que je n'avais jamais vu. Il commence à poser les documents un par un, des captures d'écran de leurs messages, le téléphone secret n'était pas si sécurisé, des reçus d'hôtel payés avec notre compte commun, des photos d'eux ensemble avant même notre séparation, des relevés bancaires montrant que Ryan aidait Anna à déplacer de l'argent, une chronologie prouvant qu'ils étaient ensemble depuis Noël. Le visage du juge devenait de plus en plus sombre à chaque nouvelle preuve. Mais Frank ne s'est pas arrêté là. Il avait aussi des emails où il planifiait comment annoncer leur relation après le divorce. Tout était prévu, attendre la fin du divorce, puis rendre leur relation publique comme si elle venait juste de commencer. Ryan a finalement levé les yeux vers moi. Il a essayé de faire un regard, désolé, frérot. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Anna, elle, pleurait à chaudes larmes, le mascara coulant partout. Le juge n'était clairement pas impressionné. Il leur a posé des questions très précises sur les incohérences, sur l'argent, sur leur version des faits. Chaque réponse les enfonçait davantage. Puis il les a regardés droit dans les yeux et a déclaré « Ce tribunal ne tolère pas la tromperie délibérée. Le contrat prénuptial reste valable. » Et comme ça, en quelques minutes, toute leur histoire romantique, leur plan, leur manipulation, tout s'est effondré. Le drame judiciaire était terminé. Mais ma famille, elle, n'avait visiblement pas compris que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Une semaine après l'audience, ma mère a lancé une énorme campagne de messages pour « réunir la famille ». Comme si un bon rôti allait me faire oublier que mon frère couchait avec ma femme. Au début, c'était des messages anodins, « Tu nous manques, mon chéri », puis ça a escaladé vers « La famille, c'est pour toujours, et on doit dépasser ça ». La goutte de trop, c'est quand elle a envoyé un message de groupe pour annoncer un dîner familial le dimanche suivant. Elle ne m'a même pas demandé si je voulais venir. Juste, dîner à 18h. Tout le monde sera là. On va arranger ça. J'ai ignoré au début. Mais ensuite, ma sœur Jenny m'a appelé en pleurant. Vraiment en pleurant. S'il te plaît, viens, maman perd pied. Elle est convaincue qu'elle peut tout réparer si on dîne ensemble comme avant. Comme avant. J'ai ri. Jenny, qu'est-ce qu'il y a de normal là-dedans? Je sais, mais peut-être qu'on devrait essayer. Pour maman? Ryan sera là. Silence. Et Anna? Encore silence. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Mais quelque chose en moi a craqué. Peut-être le bourbon que j'avais bu. Peut-être des semaines de colère accumulées. Mais j'ai décidé d'y aller. Pas pour faire la paix. Je voulais les voir se tortiller. Je suis arrivé pile à l'heure. Tout le monde était déjà là, assis dans le salon comme si c'était un dimanche ordinaire. Ryan et Anna sur le canapé, ma mère occupée avec les amuse-bouches, mon père faisant semblant de regarder le golf. Jenny a vu mon visage et m'a immédiatement servi un verre. Ma mère a tenté de jouer l'hôtesse, « Chérie, on t'a gardé ta place habituelle. » Ma place habituelle. Entre Ryan et mon père. Oui, non. Je suis resté debout. Le silence était lourd. Puis Ryan, ce clown absolu, a essayé de briser la glace. « Salut, frérot, le boulot ça va. » Je l'ai fixé. Sérieusement? Il venait vraiment de me demander ça après avoir détruit ma vie? Ma mère est intervenue, à table. J'ai fait tes lasagnes préférées. On s'est installé. Elle avait tout préparé comme pour Thanksgiving, belle vaisselle, serviettes élégantes, comme si ça pouvait réparer une trahison. Mon père a essayé de dire le bénédicité. Remercier Dieu de réunir la famille. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Les 10 premières minutes, on n'entendait que les couverts contre les assiettes. Puis ma mère a lancé son discours préparé, « Nous sommes une famille. Les familles pardonnent.
Les familles guérissent. Ce qui s'est passé est malheureux, mais Ryan et Anna sont amoureux. Un amour sincère. Parfois, c'est chose. Je l'ai coupé, c'est chose quoi, maman? Ça arrive comme ça? Ryan est tombé par accident sur ma femme. Ton langage, a lancé mon père, sa première intervention de la soirée. Oh pardon. Mon langage est choquant? Plus choquant que mon frère qui couche avec ma femme. Anna s'est mise à pleurer. Ryan l'a prise dans ses bras. J'avais envie de vomir dans les lasagnes de ma mère. Ils vont se marier, annonce ma mère, comme si ça allait arranger les choses. En juin. On aimerait que tu sois là. J'ai éclaté de rire. Vous êtes sérieux? Complètement sérieux. Ça voudrait dire beaucoup pour ton frère. Mon frère? Je me suis levé si vite que ma chaise est tombée. Le même frère qui couchait avec ma femme pendant que je m'occupais de papa pendant son cancer? Silence total. Mon père ne savait pas, pendant mon traitement. Il regarde Ryan comme s'il le découvrait pour la première fois. Ryan balbutie, c'était pas? Montrez-leur les photos, dis-je. Jenny relève la tête. Quelle photo? Je sors mon téléphone. J'ouvre le dossier que Franck m'a donné. Je fais défiler, Ryan entrant discrètement chez moi. Anna lui ouvrant la porte. Les horodatages racontant toute l'histoire. Celle-ci, c'est pendant la première séance de chimio de papa. Tu te souviens, Ryan? Quand tu disais que tu ne pouvais pas venir à l'hôpital à cause du boulot? Ma mère pleure. Mon père fixe son assiette. Jenny a l'air de vouloir disparaître. Et celle-là? La veille de Noël. Quand tu disais être coincé à l'aéroport, apparemment mon lit était plus confortable que les sièges de l'aéroport. Anna se lève et quitte la table en courant. Ryan la suit. Ma mère sanglote. Mon père finit par me regarder, mon fils, on ne savait pas. Vous ne saviez pas, ou vous ne vouliez pas savoir? Je me lève, étonnamment calme. Merci pour le dîner, maman. Les lasagnes étaient excellentes. Ne m'invitez pas au mariage. Je me dirige vers la porte, puis je me retourne vers Ryan. Au fait, Ryan? Anna aime coucher avec les frères de ses ex. Tu devrais peut-être la tenir éloignée des tiens. L'expression sur son visage, meilleure que n'importe quelle vengeance. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé directement chez Lily. Je suis arrivé devant sa porte dans un état lamentable, encore en tenue de dîner, sentant les lasagnes et les regrets. Lily m'a regardé une seconde, et elle a compris. Pas de question. Pas de tentative pour arranger les choses. Juste une étreinte forte, puis elle m'a fait entrer et m'a servi un verre. On est resté des heures sur son balcon. Son appartement est minuscule, mais la vue est incroyable. On a parlé de tout. Pas seulement du désastre Anna et Ryan, mais de choses vraies, les rêves qu'on a mis de côté, les endroits qu'on veut voir, pourquoi on déteste tous les deux les olives mais qu'on continue quand même à en manger en espérant que notre goût change un jour. À un moment, Lily me regarde et me dit, tu sais ce qui était le pire? L'avoir jeté quelqu'un qui tenait vraiment à elle. Tu sais à quel point c'est rare? Ça m'a frappé différemment. Parce que oui, j'en avais quelque chose à faire. Et j'en ai encore, je pense. Pas pour Anna, elle peut bien s'étouffer avec son gâteau de mariage, mais pour faire les choses correctement, pour être quelqu'un qui essaie vraiment dans une relation. Les fois suivantes où Lily et moi nous sommes vus, on a simplement parlé, regardé des films débiles, emmené les chiens dans un parc qu'elle connaissait, on a commencé à construire quelque chose de réel. Sans drame, sans mensonge. Ça fait 4 mois depuis l'audience. Beaucoup de choses ont changé. Mon père a quitté ma mère. Apparemment, voir sa femme défendre leur fils infidèle pendant son traitement contre le cancer, c'est un bon déclencheur pour partir. Il a pris un appartement de l'autre côté de la ville et a commencé une thérapie. On prend parfois un café ensemble, juste nous deux. C'est un peu maladroit, mais on essaie. Jenny me reparle. Elle s'est excusée une centaine de fois pour avoir gardé leur secret. Elle a dit qu'elle avait peur de briser la famille. Je comprends maintenant, même si je ne suis pas d'accord. La peur pousse les gens à faire des choses stupides. Ma mère continue d'envoyer ces messages du genre « la famille, c'est tout ». Je les supprime. Elle a essayé de me dire que Ryan et Anna avaient reporté leur mariage, au cas où je changerais d'avis. J'ai changé de numéro. L'autre jour, je les ai croisés au supermarché. Ryan avait l'air de vouloir dire quelque chose. Anna, elle, s'est soudainement passionnée pour les tomates bio. Je suis juste passé à côté avec mon chariot, j'ai pris ce dont j'avais besoin et je suis parti. Je n'ai rien ressenti. Et ça, je crois que c'est un progrès. Les chiens adorent Lily. Jean, vraiment. Max, qui met habituellement du temps à s'attacher aux gens, lui a apporté son jouet préféré dès la 3e fois qu'elle est venue. Bella, elle, vit littéralement sur ses genoux dès qu'elle est là. Les chiens reconnaissent les bonnes personnes. On a officialisé notre relation le mois dernier. On a pris notre temps, on a fait les choses bien. Notre premier vrai rendez-vous, c'était dans un petit resto de ramen paumé. On s'est complètement perdu en essayant de le trouver et on a fini par rire sous la pluie pendant 20 minutes. C'était parfait. J'ai aussi eu une promotion au travail, déménagé dans un nouvel appartement, sans caméra de sécurité ni mauvais souvenirs. J'ai recommencé à jouer de la guitare, mal, mais Lily dit qu'elle aime. L'autre jour, je préparais le dîner pendant que Lily était assise sur le plan de travail, me racontant sa journée,
avec Max et Bella étalés à ses pieds, et là, ça m'a frappé. Voilà ce que le vrai bonheur ressent. Pas le truc fake parfait d'Instagram que j'avais avec Anna, mais un bonheur sincère, imparfait, magnifique. Est-ce que je me mets encore en colère parfois? Oui. Est-ce que mon ancienne vie me manque? Absolument pas. La semaine dernière, Lily a trouvé une vieille photo de moi et Anna dans un tiroir et m'a demandé si je voulais la jeter. Je l'ai regardée, nous deux en train de sourire lors d'un événement familial, Ryan probablement derrière l'objectif, et j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. Ni colère, ni douleur. Juste, rien. Je l'ai jetée à la poubelle et j'ai continué à cuisiner. Lily a mis de la musique. Les chiens quémandaient des restes. Juste une soirée normale. Et vous savez quoi? Le normal, c'est vraiment pas mal. Eddie, waouh, cette histoire a encore explosé. Merci à tous de l'avoir suivi. Vos commentaires et votre soutien m'ont aidé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mention spéciale à la personne qui m'a envoyé une recette de gâteau au chocolat, meilleure que le nouveau mariage de ton ex. Et franchement, il est incroyable. La vie est étrange. Parfois, ta femme te trompe avec ton frère et tout s'écroule. Et parfois, tu finis plus heureux que tu ne l'aurais jamais cru possible. On ne sait jamais. Bref, Max et Bella vous disent salut. Lily lit ça par-dessus mon épaule et dit salut aussi. On pense aller manger des ramen. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Honnêtement, ce n'est pas juste une histoire de tromperie. C'est un effondrement total, d'un mariage, d'une famille, de la confiance, de la loyauté, et tout ça s'est produit pendant que ce type essayait simplement d'être un bon mari. Ce qui me choque le plus, c'est Ryan. Anna qui trompe, c'est horrible, ne vous méprenez pas, mais ton propre frère? Le gars avec qui tu as grandi, joué aux jeux vidéo, celui qui est censé te soutenir quoi qu'il arrive, il regardait son frère dans les yeux lors des dîners de famille tout en continuant de mentir. Et le pire? Il faisait ça pendant le traitement contre le cancer de leur père. Ce n'est pas juste une trahison, c'est un niveau de froideur pour lequel je n'ai même pas de mots. Et la réaction de la famille au début? Essayer d'organiser un dîner comme si des lasagnes et de la belle vaisselle allaient réparer ça? Sérieusement? Parfois, l'amour pour son enfant nous aveugle face à la douleur qu'il a causée à quelqu'un d'autre, et c'est exactement ce qui s'est passé avec la mère. Elle avait peut-être de bonnes intentions. Mais avoir de bonnes intentions ne rend pas les choses acceptables. Maintenant, Anna, honnêtement, elle est presque prévisible à ce stade. Le gaslighting, le rôle de victime au tribunal, la robe blanche à l'audience, c'est presque impressionnant de voir à quel point elle était investie dans son rôle. Mais les mises en scène finissent toujours par s'arrêter, et Frank s'en est assuré. Mais voici la leçon, et elle est importante, quand quelque chose semble ne pas aller, c'est généralement le cas. Il a ignoré les signaux d'alerte pendant des mois parce qu'il l'aimait et ne voulait pas y croire. La plupart d'entre nous feraient pareil. Ce n'est pas de la stupidité, c'est juste humain. Mais la vraie victoire ici, ce n'est pas l'audience, ce n'est pas le contrat prénuptial qui tient, c'est le fait qu'ils se reconstruisent en silence. Nouvel appartement, promotion, chiens heureux, et Lily, qui semble honnêtement être exactement le genre de personne qu'il méritait depuis le début. Parfois, la vie fait tout exploser juste pour vous montrer où vous avez vraiment votre place. Et ça, j'y crois sincèrement. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.